par un transfert de compétences de l'État central aux collectivités territoriales et avec ce transfert de pouvoir, on octroie les collectivités territoriales une certaine autonomie sur le plan financier, sur le plan même de la prise de décision au niveau local que l'État central auparavant avait cette latitude avec ce que l'on appelle donc la déconcentration. Donc c'est un processus de la déconcentration vers la décentralisation. Donc c'est un transfert de compétences des collectivités territoriales. Et pourquoi ce processus est souvent très, très mouvementé au Sénégal? Voilà, il est trop mouvementé parce que tout simplement on constate d'abord des intérêts sur le plan politique. Il faut toujours voir que c'est des politiques qui dirigent les pays. Donc chacun doit prendre en quelque sorte ses intérêts. Mais moi je pense qu'on devrait aller au-delà de cela parce que tout simplement le fait que le processus soit mouvementé, c'est parce qu'on n'étudie pas véritablement le processus de décentralisation. On ne fait pas d'abord ce que l'on appelle le bilan des processus qui ont été entamés. Quand on prend par exemple le premier processus qui était le processus de 72, donc voilà l'acte 1, et on revient avec l'acte 2 qui était le processus le deuxième processus en 96, et ce deuxième processus a été entamé et n'a pas véritablement donné ses effets escomptés, et aujourd'hui on a entamé une nouvelle procédure, c'est la troisième je voudrais dire l'acte 3 de la décentralisation. Et cette troisième procédure aussi connaît des failles parce que tout simplement on n'arrive pas à voir évidemment les retombées vers les collectivités territoriales, parce que les collectivités territoriales, quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui on a des communes où pratiquement il n'y a aucune infrastructure sociale de base qui répond à la norme de décentralisation. Et ça, c'était la mission première de l'acte 3 qui n'a pas été évaluée et qui connaît également des impairs, mais également on connaît encore un nouveau redécoupage qui fait quand même grincer des dents. Est-ce que c'est parce qu'il y a des soubassements politiques ou fallait-il le faire? Voilà, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des soubassements politiques parce que ce sont les politiques qui appliquent ces stratégies de décentralisation. Et je pense qu'il y a des soubassements politiques, certes, mais je pense aussi qu'il faut qu'on aille au-delà de ce soubassement politique. Ce qui devrait animer nos autorités, c'est le vécu de nos populations, c'est le vécu, c'est les retombées que ces processus de décentralisation peuvent apporter à ces populations aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre qu'on fasse un découpage administratif juste pour se projeter pour des élections, qu'elles soient législatives ou municipales ou présidentielles. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aujourd'hui qu'on essaye de faire une évaluation exhaustive de la situation pour voir aujourd'hui pourquoi on va aller vers un nouveau découpage administratif. Ce nouveau découpage administratif, quel serait son apport sur le plan du vécu des populations? Parce que quand on prend des collectivités territoriales... il n'y a pas d'apport pour les populations. On avait promis des territoires ou des communes viables, mais l'acte 3 n'a quand même pas porté ses fruits. Effectivement, il y a des communes-villages partout au Sénégal. On crée des départements. Voilà. On crée des départements ou des communes. Quand vous prenez par exemple l'exemple de plusieurs communes à l'intérieur du pays, c'est des communes sans infrastructure sociale de base. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'hôpitaux qui sont fonctionnels, il n'y a pas de stade pour le sport, il n'y a pas pratiquement toutes les infrastructures qu'il faudrait afin qu'on puisse véritablement aller vers les communes n'ont pas les moyens de leur mission et l'État central a toujours la même mise sur ces communes, sur les collectivités locales. Qu'est-ce qu'il explique? C'est ce que l'on dit souvent, parce que ce sont les politiques qui prennent ces mesures, ce sont les administrateurs qui prennent ces mesures. Et la plupart de ces administrateurs, ce sont des politiciens. Et aujourd'hui, excepté l'État central, excepté les services déconcentrés de l'État, ce sont pratiquement tous dans leur ensemble des politiques. C'est des maires qui sont élus à base d'une formation politique pour aller exercer un pouvoir politique au niveau local. Donc je pense qu'il y a toujours cet intérêt de vouloir avoir une mainmise sur une certaine... Quel est cet intérêt? Quel intérêt par exemple? C'est pour un intérêt purement politique, ça c'est sûr, c'est évident. Ça, quoi qu'on puisse dire,
On fait des découpages pratiquement ici au Sénégal pour véritablement avoir une mainmise sur une collectivité territoriale, ou bien pour soi-disant dire qu'on veut régler un processus qui a été entamé et qu'il y a une injustice. C'est pratiquement une vengeance politique qu'on assiste au Sénégal. Malheureusement, quand vous allez dans d'autres pays, comme la Tunisie, vous avez un processus de décentralisation qui est très salué au Sénégal, à travers le monde. Vous allez par exemple en République dominicaine, ou bien vous allez en Haïti. Il y a des processus de décentralisation qui ont été aujourd'hui peaufinés dans ces pays que le Sénégal devrait véritablement prendre comme exemple. Je pense que nous avons connu une décentralisation bien avant même notre indépendance, oui. Parce que le Sénégal, avec la loi qui a été donc votée du temps des colons, c'est dans la fin des années 40, donc c'est la loi 46-47 qui aujourd'hui donnait l'autonomie à ces collectivités territoriales sous tutelle française, et justement c'est ce qui avait conduit à la création des 4 communes comme Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar. Oui. C'est déjà le Sénégal en 1872 avec la création de Saint-Louis, oui. Était déjà un pays de décentralisation. Oui. Moi je pense que c'est comme ça qu'on devrait essayer de penser pour donner plus de responsabilité aux collectivités territoriales. Parce que tout simplement... Mais s'il n'y a pas cette volonté politique, on ne peut pas y arriver quand même. On ne peut pas y arriver, oui. Ça c'est certain. Parce que tout simplement, il faut qu'il y ait une volonté politique. Oui. Même si aujourd'hui, on voit qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais toujours, il y a ce manque de volonté pour pouvoir apporter une solution à ce problème. Face à ce problème, on devrait essayer de réorienter nos stratégies de décentralisation. Moi, je pense qu'il faut une évaluation exhaustive de la situation pour voir l'acte 1, l'acte 2, qu'est-ce qui n'a pas marché, et ensuite faire encore une fois une réévaluation de l'acte 3, parce que l'acte 3, toujours, on pêche à pouvoir donc mettre en œuvre cet acte 3 de la décentralisation. Alors, aujourd'hui, quel est l'enjeu de faire de Keur Massar un département? Bon, l'enjeu, il est multiple. Hein. Moi, je pense que déjà, Keur Massar, sur un plan, on prend d'abord le plan démographique. Oui. Keur Massar a une taille d'un département. Oui. Si on prend d'abord la taille géographique, Keur Massar a peut être érigé en département. Si on prend également l'aspect économique, là où je ne suis pas trop d'accord par rapport aux politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui pensent que le poids économique de Keur Massar peut véritablement pousser aujourd'hui à ce que l'on pense à ériger Keur Massar en étant un département. Mais je pense qu'il n'y a pas d'infrastructure sociale de base qu'il faut pour véritablement ériger Keur Massar en département. C'est vrai qu'il y a des incohérences qu'ils veulent aujourd'hui rectifier avec le découpage qui était déjà fait en 1996. Moi, je pense que même avec ce découpage, avec l'acte 3 de la décentralisation, si on vient ajouter une autre commune ou un autre département dans déjà une circonscription administrative où le découpage est peu reluisant, on sait nettement que dans plusieurs localités du pays, il y a des conflits. C'est un département de plus, oui. Sans pouvoir régler les autres problèmes. Parce que tout simplement, même les limites auxquelles on veut attribuer ce département va poser problème. Même l'appellation du département va poser problème. Parce que quand vous dites que Keur Massar aujourd'hui sera érigé en département et que le nom même va porter le nom de Keur Massar, déjà les gars de Yeumbeul, de Malika, rue de Boune ou encore les 4C vers Rufisque vont penser à ce que l'on revoie cet aspect de l'appellation même de ce département. Déjà à Pikine, on crie plutôt à Yeumbeul et à Malika, on crie au scandale, on dit que déjà Keur Massar ne doit pas abriter, plutôt porter le nom même de cette nouvelle départementalisation. Il faut l'appeler le département des Niayes, parce que eux ils pensent en termes d'ancienneté, en termes même d'identité remarquable de cette collectivité territoriale qui est déjà une collectivité territoriale qui est née bien après ces communes comme Malika, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud. Je pense qu'aujourd'hui il faut que également nos autorités pensent à revoir s'il y a possibilité de revoir le nom même de ce département, mais aussi de voir en sorte
de faire en sorte plutôt que ces collectivités locales se retrouvent dans ce nouveau département et que ces intérêts qui seront véritablement, qui vont pousser les autorités à créer ce département, de pouvoir donc mettre tout le monde au même pied d'égalité, offrir tout le monde sa chance de pouvoir donc bénéficier des retombées de ce département. Mais comment faire justement pour parvenir à des territoires viables? Voilà, pour parvenir à des territoires viables, je pense qu'il faut d'abord aller dans une logique de décentralisation pure et simple, sans aucune logique politique. C'est d'abord dire que nous voulons créer des collectivités territoriales performantes. Comment faire? C'est aller d'abord voir qu'est-ce qui ne va pas dans ces collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans ces collectivités territoriales? C'est mettre l'accent d'abord dans les infrastructures. On ne peut pas créer une collectivité territoriale, la donner des compétences et qu'elle n'a pas les moyens financiers qu'il faut. Il y a également le problème du financement même de ces collectivités territoriales. On ne peut pas toujours se focaliser sur des recettes fiscales et sur que les nous fonds savons. De dotation. Voilà, sur les fonds de dotation. Le fonds de dotation, moi, que j'appelle même une aide insignifiante pour les collectivités territoriales. Et je pense que l'État ne devrait même pas penser à des fonds de dotation, mais c'est beaucoup plus penser à outiller ces collectivités locales afin qu'elles puissent se prendre en charge sur le plan financier. Comment faire? C'est d'essayer de créer le maximum de ressources financières pour ces collectivités locales. Mais comment créer justement ces ressources? Mais il y a les coopérations bilatérales qui sont là, il y a les coopérations intercommunales, il y a les coopérations, il y a également les stratégies de financement, il y a le minimum fiscal que les gens doivent faire. Quand même, je ne peux pas comprendre au Sénégal que vous mangez pendant un an des centaines de mille francs et que vous ne pouvez pas donner 1000 francs CFA pour votre collectivité territoriale. Et vous vous dites que vous êtes citoyen de cette localité. C'est là où il y a le problème. Il faut qu'aujourd'hui qu'on s'acquitte de cette fiscalité. D'abord, c'est pas trop. Mais moi, je pense que dans une commune, les Sénégalais quand même n'ont pas l'habitude de la fiscalité. Mais c'est ce que l'on doit rectifier. Nous aussi, on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'État. C'est nous, citoyens sénégalais. Moi, aujourd'hui, quand je vais à Kolda, je dois m'acquitter de cette patente. C'est pas même une patente. Je pense que c'est un acte citoyen d'aller à la mairie, enlever 1000 francs et contribuer à la caisse de la municipalité. Qu'ils ne sont pas bien informés aussi. On n'est pas bien informé, ça c'est vrai. Il faut également qu'on fasse une sensibilisation sur le minimum fiscal. Je pense qu'aujourd'hui, chaque Sénégalais doit être conscient que ces 1000 francs que vous mettez dans la caisse de votre collectivité territoriale, c'est demain pour vous permettre d'avoir un stade municipal où vous allez jouer les navétanes ou accueillir des compétitions internationales. Aujourd'hui, on décrit partout au Sénégal qu'on n'a pas de stade, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. Mais est-ce que nous sommes en train de faire ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir cela? Avoir un hôpital, c'est un problème. Déjà, vous avez entendu un hôpital qui n'a pas pratiquement à Kolda tout ce dont on a besoin dans un hôpital. Moi, je pense que si aujourd'hui nos collectivités locales étaient très outillées, on n'allait pas attendre que l'État vienne en aide ces collectivités locales avec un fonds de dotation qui vient pratiquement après même les budgets. Mais quand même, on avait dit qu'avec la communalisation intégrale, les communautés allaient être beaucoup plus autonomes sur le plan financier et tout. Mais est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que c'est tout à fait le contraire qu'on est en train de vivre? Mais c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que à quoi sert donc cette communalisation intégrale? Si elle a une importance capitale sur le plan de la décentralisation. Parce que déjà, créer une commune, c'est un acquis de plein exercice. Voilà, créer une commune de plein exercice, même si elle n'est pas de plein exercice, mais créer seulement une commune, c'est un acquis en matière de décentralisation. Pour ceux qui savent ce que c'est que la décentralisation. Mais le problème, c'est dans l'exécution du projet de création de ces collectivités locales qui pêchent. C'est là où il faudrait qu'on essaye de revoir les politiques de décentralisation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on crée une collectivité territoriale, il faut qu'on pense à ce que cette collectivité locale soit très utile à sa communauté. Et aujourd'hui, et que les populations également puissent se sentir dans leur propre localité. Mais je ne peux pas comprendre jusqu'à présent
qu'on crée des collectivités territoriales et que ces collectivités territoriales sont toujours aidées ou appuyées par l'État central de manière à ce qu'elles puissent véritablement voler de leurs ailes. Mais moi, je pense qu'elles peuvent voler de leurs ailes à travers leur politique locale pour pouvoir donc aller de l'avant. Ouais. Alors, on a comme l'impression que les pouvoirs qui se sont succédés, je parle du Sénégal bien entendu, ont tous instrumentalisé la décentralisation. Effectivement, ça c'est sûr. Senghor, quand il créait l'acte 1, c'était pour régler des problèmes purement politiques. Ça, vous le savez. Vous allez avec Abdou Diouf, qui était en 96, il l'avait fait, entre guillemets, les gens disent que c'est pour des raisons politiques. Aujourd'hui, nous sommes avec Macky Sall. Vous savez, voilà, Abdoulaye Wade, il a créé des communes en 2005, 2006, si je ne m'abuse pas. Donc, il y a l'histoire de Mbambilor. L'histoire de Mbambilor avec donc cette histoire, le décès de Malick Ba. Et c'est regrettable qu'on assiste à ce genre de situation dans un pays qui se veut un pays de décentralisation. Moi, je pense que quand on doit faire une délimitation administrative ou une délimitation territoriale, on doit d'abord concerter les populations, voir ces populations, est-ce qu'elles pensent que cette nécessité y est pour pouvoir abriter une collectivité territoriale. Mais vouloir dire que je suis un adversaire politique de tel maire pour le sanctionner et aller installer là-bas une délégation spéciale pour ensuite retourner organiser une structuration territoriale, je pense que c'est véritablement désolant et déplorable pour un pays de décentralisation. Est-ce qu'il est possible quand même de dépolitiser la décentralisation Effectivement. Au Sénégal? Mais bien sûr. Comment faire? Il faut d'abord qu'on ait des maires qui ne sont pas purement des politiciens. C'est là où se situe le problème. C'est là où se situe le problème. Donc je pense que nous devons aller vers ça. C'est ce qu'il faut véritablement inculquer dans la tête des Sénégalais. Déjà, nous avions une administration centralisée. Et nous avons vu que cette administration centralisée, véritablement, ne répondait pas aux aspirations des populations. Il faut aujourd'hui qu'on aille vers des maires qui sont véritablement des citoyens et des technocrates. Parce que la technocratie, on l'a décrit, mais c'est l'expertise. Moi, je pense que ceux qui doivent diriger nos collectivités locales doivent avoir d'abord un vécu en matière de décentralisation. Nous avons des structures ou des écoles ou des instituts de formation qui forment des gens en décentralisation. Celui qui doit diriger nos collectivités territoriales demain doit essayer de penser à se former en décentralisation. Ce n'est pas seulement aller être maire et maîtriser le code de collectivité territoriale qui vous fait un excellent maire. Ce n'est pas ça. En fait, aujourd'hui, on assiste véritablement à un problème de résolution même de nos systèmes de décentralisation. Parce que ceux qui gèrent cette décentralisation sur le plan local, administrativement, ils ne sont pas outillés. Je peux le dire, ils ne sont pas outillés parce que la plupart des maires, qui va vous dire que moi j'ai fait une formation en décentralisation? Ça n'existe pas. C'est peu. Véritablement, c'est ça le problème. Il faut qu'on essaye de revoir nos institutions. Ceux qui doivent les gérer, ils doivent véritablement avoir une compétence en la matière. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, mais vous êtes passé par une école pour venir aujourd'hui présenter un journal à la télévision. Vous êtes peut-être passé avec plusieurs années d'expérience pour pouvoir donc venir devant l'écran. Moi, je pense que c'est vers cela que nous devons aller. Nous ne devons pas laisser... Est-ce que le dialogue politique n'a pas sonné la révolution quand on sait que maintenant, ils ont décidé qu'on va voter, on va choisir le futur maire ou le futur conseil municipal par comment ça s'appelle? Au suffrage universel direct. Au suffrage universel mais c'est ce qui est très souhaitable d'ailleurs en matière de décentralisation, parce qu'on parle de démocratie participative. En décentralisation, il y a deux aspects qui sont très essentiels. C'est la démocratie locale et la démocratie participative. Donc quand vous insérez cette démocratie participative, c'est en ce moment-là le suffrage universel direct va s'exprimer. Et chaque collectivité locale, avant de mettre sur le fauteuil du maire quelqu'un, elle va penser à cette personne, qui elle est, est-ce qu'elle connaît nos réalités, est-ce qu'elle peut être
donc, est-ce qu'elle peut répondre à nos attentes? Oui. Et c'est de ça que l'on a besoin aujourd'hui dans ce pays. Il faut qu'on essaye de revoir nos politiques de décentralisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Il faut qu'on essaye de dire aujourd'hui aux Sénégalais que nous devons aller vers un processus de décentralisation cohérent et compétitif qui va rivaliser les autres pays de décentralisation. Évaluer et puis se départir de la politique politicienne. Évaluer tous les processus. Oui, évaluer tous les problèmes, évaluer tous les problèmes, tous les aspects et se départir des politiques politiciennes. Absolument. Parce que nous sommes véritablement dans un pays très en retard en matière de décentralisation, bien qu'on a vécu la décentralisation bien avant d'obtenir notre indépendance. Et c'est désolant vraiment de dire qu'en 2021, nous qui avions connu le premier processus de décentralisation depuis les années 1872 et qu'en 2013, on est en train de traîner donc par les la pays. Faute des politiques. Non, je ne dirais pas par la faute des politiques, mais par la faute véritablement de ceux qui nous gouvernent actuellement. Absolument. Merci beaucoup, Abdoulaye. Merci à vous, d'être Binta, et venu. merci à vous, téléspectateurs.